Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, d'abord, bienvenue à tous à cette première. Peut-être on en fera d'autres par la suite. Capsule vous les arbitres. Il pourra y avoir d'autres sujets éventuellement aussi. Première chose que je vais demander à tout le monde, c'est on va faire comme on avait demandé dans le petit courriel de présentation. On va demander à tout le monde d'ouvrir votre caméra. Donc, exceptionnellement, on veut voir une coupe de visage, quand même comme si on était ensemble. Donc, on a pris la méthode quand même de faire ça en virtuel pour pouvoir que ce soit plus facile pour tout le monde là, dans l'horaire, pas besoin de se déplacer et tout ça. Mais quand même, on veut voir tout le monde. Fait que juste ouvrir votre caméra, s'il vous plaît, ce serait très apprécié. Comme vous savez, ça en fait, c'est là à peu près 2 semaines maintenant. Le Hockey Québec a lancé un petit programme qui s'appelait Restaurer votre hockey, à laquelle il y avait un paquet de sujets. Il y avait de l'intimidation, il y avait euh, bon, les affaires-là. Donc, il y avait les officiels là-dessus. Puis suite à un match avec lequel Patrick était d'office, il a lancé une idée comme ça de faire des petites capsules à laquelle on pourrait répondre à vos questions, puis un peu aussi démystifier un peu c'est quoi le travail d'arbitre. Bon, vous savez ce que ça fait dans une game de hockey, mais aussi tout ce qui est le thinking en arrière de ça. Pour les officiels, là, il y en a de démystifier une couple de petites choses. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Patrick Massé est non seulement officiel au hockey, vous le voyez surtout à Marieville. Je ne pense pas que tu vas ailleurs un peu bien, mais En fin de saison, on fait les régionaux. Normalement, on est attitré local, mais en ce moment, il en manque tellement qu'on est un peu partout. c'est ça. Puis, peut-être que la majorité d'entre vous connaissez Patrick comme officiel, mais au soccer également, à laquelle il s'occupe de tous les officiels. Tu me corrigeras, Patrick, là, si je suis pas correct dans ta présentation, là, mais il s'occupe de tous les officiels de Chambly. Puis le Chambly étant très large là, maintenant, parce que, bon, ça va jusqu'à Saint-Mathias, ça va à Richelieu, évidemment Chambly, Carignan et tout ça. Là. Donc, c'est très vaste là, comme territoire. Ça regroupe beaucoup d'équipes de soccer, autant locales que compétitives. Donc, on voit toutes les sortes. Fait qu'il voit. Est-ce que tu arbitres dans d'autres sports également, Patrick, ou c'est pas mal ça, hockey, soccer? J'arbitre au futsal, futsal scolaire RSEQ Ça? aussi, je dis l'hiver. Il y a moins de soccer l'hiver, mais j'arbitre au futsal, j'arbitre au soccer, j'arbitre au hockey. Puis d'Astin ici, c'est les trois en même temps. Fait que ça te garde occupé pas mal. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on va faire ça vite. On ne veut pas vous garder trop longtemps. On va passer tout de suite un peu à ma présentation. Moi, je suis juste allé un peu avec ce qu'Hockey Québec a présenté dernièrement au niveau des officiels. Donc, vous savez, je pense qu'on entend parler, puis je veux pas que ça soit une excuse non plus euh, pour, euh, pour les arbitres ou pour les parents ou pour les joueurs. Vous savez, les normes d'arbitres, il y en a de moins en moins. Puis ça, c'est pas juste au hockey, c'est pas mal dans tous les sports. Je ne sais pas si tu peux en témoigner aussi également, Patrick, au soccer, comment ça va. Je pense qu'à Chambly, je pense qu'on n'est pas pire, mais à des places, c'est plus difficile que d'autres. À Chambly, on se débrouille dû à l'encadrement puis le suivi. Des rencontres comme on fait ce soir nous permettent de sensibiliser puis de rallier les gens. Mais oui, effectivement, tout sport confondu, l'arbitrage est devenu de plus en plus difficile. Effectivement. Donc, tu sais, on va le voir là, dans les principales raisons là, qui est ça, des fois, il y a la rémunération, des fois, il y a le temps consacré à ça, mais souvent, il y en a qui ont tout simplement plus de fun à arbitrer parce que, c'est ça, se faire chialer après tout le temps, puis il n'y a pas personne à ma connaissance, en tout cas au hockey, il n'y a pas personne qui gagne sa vie à être arbitre. Donc, c'est quasiment un passe-temps. Ils le font souvent par passion et tout ça. On va aller voir les raisons un peu plus loin. Euh, Après, si tu peux passer à la prochaine slide. Donc, on voit un peu les motivations pour devenir officiel. Donc, évidemment, c'est de voir un autre côté du jeu. Je pense de plus en plus, on a beaucoup de jeunes qui s'impliquent, on apprécie ça. Il y en a là-dedans, peut-être, là, je vois pas tout le monde parce qu'on est rendu déjà à 59 personnes, mais je suis pas mal sûr que parmi ceux qui sont là, il y en a qui arbitrent présentement au hockey ou qui ont peut-être l'intention de le faire éventuellement. Donc, on connaît une autre facette là-dessus. Évidemment, c'est des horaires qui sont flexibles, puis c'est un ex-emploi qui est facilement accessible en jeune âge. Donc, vous donnez c'est ça que ça fonctionne comme arbitre, vous donnez vos disponibilités en fonction de ce que vous avez. Bon, une fin de semaine, oui, une fin de semaine, non. Donc, c'est plus facile que peut-être qu'à certaines autres places. Évidemment, ça va aider au niveau de la confiance en soi, toute la progression qu'un arbitre va faire avec cet emploi-là, avec cette passion-là. Ben,
c'est ça, c'est toutes des motivations pour devenir officiel. Puis honnêtement, mon garçon aussi, il arbitre, ça fait 2 ans maintenant. Puis lui, c'était vraiment pour le fun. Il a du fun à arbitrer. Ça arrive des fois que, bon, ça va moins bien, justement, mais c'est justement ça qu'on veut éviter, c'est de ne pas enlever ce fun-là qu'on a à arbitrer. Toi, de ton côté, Patrick, c'était quoi un peu tes motivations, justement, à arbitrer? Ben, je te dirais, moi, au départ, c'était à la suite d'une blessure. Je n'étais plus en mesure de jouer et je cherchais à maintenir ma passion, maintenir mon implication. Alors, l'arbitrage m'a permis de découvrir cette autre facette-là et de pallier. Je peux plus subir de mise en échec, je peux plus subir de contact ou de commotion. Par contre, en arbitrant, ça me permet de rester très actif au niveau du jeu. Par contre, ça m'a restreint au niveau de mes catégories. Mais au départ, beaucoup d'arbitres, de joueurs blessés ou autres ou qui ont soit moins de talent. Je dis j'arbitre au soccer parce que je suis pourri, mais à jouer. Alors, c'est une façon de rester impliqué. Moi, c'est surtout à la suite de blessures que je suis resté impliqué puis passer de l'avant avec ça. Puis on le voit souvent avec les arbitres un peu plus d'expérience, justement, là, c'est vraiment aussi, souvent sont plus restreints là, dans la pratique du soccer en tant que tel. C'est une Donc, question d'âge prochaine aussi. À slide. un moment donné, c'est ça. Une Oui. question d'âge aussi. À un moment donné, je suis plus capable de suivre. Ben, c'est une façon De rester dans la game. ouais, de rester, Donc, c'est ça. c'est quoi c'est quoi la responsabilité d'un arbitre? Bien évidemment, c'est de veiller à l'application des règles de jeu, des règlements. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de quoi ça a l'air, là, un livre d'arbitre avec tous les cas puis toutes les exceptions qu'ils ont déjà vues, puis évidemment, ça se modifie à chaque année. Il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. Puis vous le savez, au hockey, ça se passe vite comme joueur, la prise de décision est rapide, mais pour les arbitres aussi, la décision doit être rapide. Donc, en l'espace d'une fraction de seconde, bon, un trébuchet, oui, OK, on le voit, mais sur certaines applications de la règle de jeu, il faut que l'arbitre réagisse rapidement dans sa tête. Il faut que le process se fasse là, rapidement. Puis évidemment, ça vient beaucoup avec l'expérience. Ça vient avec l'intérêt, oui. Il y en a qui vont lire le petit livre là, souvent, de temps en temps, qui vont aller relire le soir quand il s'est passé une situation dans la journée. C'est des façons de s'améliorer. Mais c'est ça. Si en tant que joueur, vous n'êtes pas parfait sur la patinoire parce que des fois, vous ne prenez pas la bonne décision, vous ne faites pas une bonne lecture du jeu, mais c'est la même chose pour l'arbitre aussi. Il y a une lecture de jeu à faire, puis aller choisir le bon règlement là-dessus, puis tout ça en une petite fraction de seconde. Comme arbitre aussi, bien, il s'assure du bon déroulement du match. Donc, un peu en collaboration, par exemple, avec le marqueur. Est-ce que c'est les bons temps de jeu? Est-ce qu'on a le droit de prendre un time-out là? Est-ce qu'on va en fusillade à la fin? Donc, il y a un paquet de choses à penser. Puis souvent, bien, l'arbitre va arbitrer du simple lettre qui va être tel type de règlement, du double lettre qui va être un autre règlement, puis après ça, du 3 c'est un autre règlement, puis après ça, du féminin, c'est un autre règlement. Puis là, ben, c'est tout ça, il faut qu'ils apprennent aussi tous ces règlements-là. Donc, c'est à voir avec l'expérience. Donc, en début de saison, des fois, c'est plus difficile, puis plus la saison avance, puis plus on trouve que ça va bien parce que, bon, ben, ça rentre tout là-dedans. Évidemment, au niveau de la sécurité, autant sur la glace qu'autour. Donc, ça s'assure que les filets, que les bandes soient toutes correctes au niveau vraiment de la surface de jeu, mais également au niveau des participants sur la glace directement. Donc, ça, c'est des statistiques, c'est pas moi qui les ai sorties, c'est vraiment une étude qui a été faite pour Hockey Québec. Donc, les officiels subissent de la violence mineure, une game sur 2. Donc, il y a au moins un match sur 2 que les arbitres vont faire qui vont pas juste se faire chialer après, mais tu sais que ça va être quelque chose, là, ça peut être un petit peu d'intimidation ou des choses comme ça. Là, tu sais, vraiment, c'est pas bon l'arbitre, ouvre tes yeux. Tu sais, vraiment, tu sais, des petites affaires qui font que, bon, ben, quand on est fatigant de se faire répéter toujours ça tout le temps, puis à un moment donné, ben, ça vient comme un peu aussi, c'est ça, c'est que, oui, lui, le parent va le dire une fois dans la game, mais l'arbitre il a peut-être fait 2, 3, 4 matchs, c'est peut-être sa 10e game durant la fin de semaine, il se fait tout le temps répéter la même chose. Ben, c'est ça, c'est que ça vient tannant. Heureusement, des événements majeurs à laquelle vraiment on s'en prend un arbitre physiquement où il fait des menaces, dirait toi, mon pas fin, je vais t'attendre à la sortie. Des affaires, heureusement, ça se produit très, 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 très peu. OK? Il y a une époque à laquelle c'était peut-être moins facile. Il y a plein d'histoires que vous pouvez aller lire sur Internet sur des arbitres, entre autres à Sorel, ça brassait beaucoup dans les gros niveaux, ces choses-là. Heureusement, au hockey mineur, ça se passe très, très, très peu souvent. Mais toutes les petites affaires qu'on peut aller dire, qu'on peut aller faire, surtout sur nos jeunes arbitres, oui, c'est vrai, 14, 15, 16 ans des fois,
C'est pas le fun, mais c'est pas plus le fun pour un adulte non plus d'aller se faire picosser là-dessus. Donc, c'est souvent de la violence qui est verbale, heureusement, moins souvent physique, mais c'est pas moins dommageable. Donc, les conséquences de tout ça, bien évidemment, ça crée de l'anxiété, ça crée du stress, beaucoup chez nos jeunes. Hein? Après ça, on peur de faire des calls. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Après ça, je suis bien mauvais, je suis bien pourri. Ça arrive souvent. Il y a un arbitre sur deux qui va faire juste une saison d'arbitrage qui va abandonner l'année d'après. Il y a un paquet d'autres facteurs aussi. Il n'y a pas juste ça. Mais souvent, ben, ils ne se trouvent pas bons, puis ils ne veulent pas continuer. Donc, c'est important. Je ne vous demande pas de les encourager d'arriver avec des pancartes. Si vous voulez le faire, tant mieux, puis dire bravo les arbitres. Mais d'avoir, vous avez du travail à faire comme joueur, les parents, les entraîneurs, vous avez un travail à faire avec les arbitres. Puis on va le voir à la prochaine. Donc, c'est un peu, à fond, ce qu'on voudrait en tant que parent, en tant que joueur, en tant qu'arbitre, ce qu'on voudrait, c'est que les arbitres ne fassent pas d'erreur, qu'ils appliquent les règles, là, puis ça coche tout le temps à 100%. Je vous le dis tout de suite, si c'est ça que vous pensez, les joueurs, les parents, les entraîneurs, si vous pensez que les arbitres ne feront pas d'erreur, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, ils vont en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les estrades, on le dit souvent, des estrades, c'est facile, on voit un ensemble de jeux, on a le temps de penser, on a le temps de réagir, tout ça. Même chose sur le banc, on voit un autre angle. Comme joueur, on voit d'autres choses des fois, tu sais, la façon que l'arbitre est placé, il arrête, il siffle, puis après arrêter la rondelle, puis finalement, elle est encore en déplacement. Bon, quand on siffle trop vite, et l'arbitre, il va se chercher après, il se cherche trop vite. S'il ne siffle pas assez vite, il va se chercher après parce qu'il ne siffle pas assez vite, etc., etc. Il voudrait que ça soit parfait, puis que ça soit timé. Mais ça n'arrivera pas. Les arbitres sont constamment en apprentissage. Comme je vous dis, en tant que joueur, ça se passe vite. En tant qu'entraîneur, des fois, ça se passe vite. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, en derrière du banc, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vu. Bien, ça se passe aussi très, très vite pour un arbitre. Donc, il va en avoir là-dessus des erreurs. Il faut juste apprendre à digérer ça, puis de dire, ben, c'est pas si grave que ça. Il en fait des deux bords. Il n'y a pas un arbitre qui se lève le matin et qui se dit aujourd'hui, là, puis je pense que d'ailleurs, Jocelyn Thibault l'a fait en entrevue avec Paul Arcand, puis il a pris nos sentinelles de Chambly en exemple. Ben, il n'y a pas un arbitre qui se lève le matin qui va dire hey, moi, aujourd'hui, je veux faire perdre des sentinelles de Chambly là, contre les castors de Granby. C'est sûr et certain. Ça arrive pas. C'est jamais arrivé. Si tu permets, Maxime, là-dessus, le paradoxe de ça du côté de l'arbitre, c'est que si les arbitres étaient parfaits, il faudrait avoir la même attente envers les joueurs. Et un match de hockey serait plate à mourir parce que dès la mise au jeu, qui va la gagner? Les deux centres vont gagner. C'est ça. Les passes sont toutes sur la palette. Les tirs au but sont toutes arrêtés par le gardien. Alors, ça ne fonctionne pas. Ça fait partie du jeu. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut que ça reste en mouvement. Il faut que ça reste dynamique. Sinon, il n'y a pas de match. Exactement. Je te transfère à l'autre slide. Yes. Donc, les entraîneurs et les parents, c'est ceux qui ont le plus d'impact, justement, sur ça, sur le bien-être de nos arbitres. Puis envers les jeunes aussi, envers nos jeunes arbitres, mais envers les entraîneurs. Si les parents, les coachs, vous savez, je vous le répète souvent, les coachs, quand on se voit en rencontre des de si je suis allé après les arbitres, ben, ça donne tout de suite un mauvais aura autour de l'équipe. Ça transfère comme si c'était la faute des arbitres tout d'un coup, que le match ne va pas bien, ben, parce que l'arbitre a un mauvais cas. C'est pas la faute de tes joueurs, non, c'est la faute de l'arbitre. Puis là, les mêmes choses des parents, vous chialez après les arbitres, puis vous attendez à ce qu'ils soient parfaits, puis bon, ben, les joueurs, ben, ça exclut un peu plus de choses. Donc, il ne faut absolument pas ça. Il faut donner, en tant que parent, il faut encourager nos jeunes le plus possible. C'est sûr qu'il y a un petit ça arrive, ces affaires-là, mais vraiment de dire tout le temps, puis en plus, on entend tout le temps les mêmes affaires. Vous savez, je suis à l'aréna souvent pour les matchs. J'entends tout. Il n'y a pas une game ou il n'y a pas une fin de semaine que j'entends pas. Ref, il y a deux arbitres, il y a deux équipes sur la glace. Toutes les fins de semaine, on l'entend, celle-là. On l'a entendu 100 millions de fois. On peut-tu. S'il y en avait rien qu'une, ça serait une pratique. Oui, c'est ça, exactement. Ça serait une pratique, ça serait plus facile. Fait que, tu sais, il faut vraiment donner une belle ambiance, un encouragement de tout ça. Comme je vous l'ai dit, les arbitres vont en faire des erreurs. On a le droit, Patrick va en parler, on a le droit de faire venir l'arbitre pour une question d'interprétation, comprendre ce qui s'est passé, des choses comme ça.
Mais si vous le faites à toutes les calls, à un moment donné, ça devient redondant. Puis c'est ça, on finit des fois, on n'a pas le temps de jouer le match au complet. Puis c'est comme si ça dédouanait ce que les joueurs vous faites sur la glace. T'sais. En tant que joueur aussi, vous avez un travail à faire. Vous allez poser une question à l'arbitre si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis oui, des fois, il va aller à l'arbitre au faire une erreur. C'est pas du tout vous qui l'avez fait trébucher ou c'est vraiment pas de votre faute. Ça arrive des fois là, que votre bâton traînait là, puis le joueur s'enfarge dessus. Toi, tu n'as pas l'impression de l'avoir fait trébucher, mais tu es responsable de ton bâton. Et puis, il traînait là, puis l'autre s'enfarge dessus, ça donne une punition. T'sais, oui, tu peux aller voir l'arbitre, des fois, si tu ne comprends pas, il va te l'expliquer, mais tout de suite, les bras dans les airs, arriver au banc, donner un coup de bâton, tout de suite de perdre, garder le contrôle aussi, garder, ça passe bien plus vite quand on est de bonne humeur sur le banc que si on est fâché, puis après ça, qu'on lance nos affaires, puis là, l'arbitre te rajoute un 2 là-dessus, puis vous savez, ça va vite à cette heure. Hein? Il y en a quand même quelques joueurs là, qui ont goûté à cette médecine-là cette année. Après 3 punitions, là, votre game a fini vite. Fait que, il ne faut pas, puis ces 3 punitions, des fois, ça peut être des petites punitions bien mineures, là, du trébuchage, rien de dangereux là-dedans, quand c'est cette affaire-là, accroché aussi, des petites choses de même. Il faut juste faire bien attention, puis surtout des coups à la tête. Hein, vous le savez, aussitôt, là, tout le temps, vous avez la réaction de lever vos bras dans les airs et aller frapper tout de suite dans la grille en avant. Hein, gardez ça un peu plus bas, gardez ça, hein, on garde ça cool. Bon, piste de solution. Donc, on achève déjà bientôt ma petite présentation. J'ai déjà été plus long que je pensais. Donc, Je coupe sur mon temps. ouais, c'est ça, vas-y. Alors, je vais juste parler du premier parce que c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que Patrick nous permet de faire avec l'idée, la merveilleuse idée qu'il a eu de faire ça. C'est un peu de sensibilisation. C'est juste de vous réexpliquer, de rendre ça plus proche de vous autres, de rendre ça un peu plus accessible. Puis, c'est ça, exactement ça. De faire un peu de sensibilisation, vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans la tête d'un arbitre parce qu'on en a un avec nous autres aujourd'hui. OK. Je me permets encore une petite parenthèse sur celle-là. Le prochain match, ce que je vous demande au niveau de la sensibilisation, pendant 1 minute du match, dans le moment le plus intense, pendant 1 minute, devenez le père de l'arbitre. Que ça soit moi, soyez mon oncle, soyez mon père. Mettez-vous pendant 1 minute dans la peau du parent du jeune qui est sur la glace et écoutez ce qui se passe dans l'aréna. Pas tout le match, juste 1 minute. Puis je vous le dis, là, des fois, c'est très intimidant pour de vrai. Là, vous voyez, c'est une jeune fille qui est arbitre en Hockey Québec. Mais on en a des arbitres de 14 ans. Mon garçon, il vient d'avoir 15 ans. Puis des fois, quand il se fait caler au banc par un arbitre, par un entraîneur de 54 ans qui chiale, c'est intimidant. Pour de vrai, c'est intimidant. Il me l'a déjà dit, il n'est pas sûr. Il est content quand il y a un arbitre plus d'expérience avec lui, mais c'est pas toujours le cas des fois. Des fois, ça va être lui, l'arbitre de deuxième année qui a le plus d'expérience à la glace. Mais c'est ça. Il y a des humains derrière ça. Puis, en tant qu'entraîneur, des fois, c'est intimidant pour ces jeunes-là. Même chose pour les jeunes sur la. Même chose pour les parents sur la glace, les parents dans les estrades, plutôt pas sur la glace, on n'en veut pas de parents sur la glace. On les veut dans les estrades qui encouragent. Faites attention aussi à ce que vous dites. C'est bien important. Puis C'est tout l'image pour me ma fait sourire. présentation. Ouais. Ouais. L'image me fait sourire parce que n'oubliez pas que c'est un costume. Tu peux Voilà. haïr l'arbitre durant le match pour quelque raison que ce soit. Mais quand le match est fini, le chandail, il s'en va dans le sac. Puis quand on croise l'arbitre à l'épicerie, c'est peut-être ma petite voisine. Donc, il ne devrait pas avoir d'amertume envers l'officiel quand on quitte l'aréna. Souvent, je vois des parents m'attendre dans le corridor ou encore, ils vont ouvrir la porte aux joueurs, mais ne me la rouvrent pas à moi. Ou ça en est ridicule et ça en est drôle à la fois de voir à quel point les gens vont au-delà. Le match est fini, là. On passe au suivant. Là. On se revoit la semaine prochaine, on se croise à l'épicerie, il n'y en a pas de problème. Il y a quelqu'un au-delà de l'arbitre quand le chandail est. Et c'est la même chose que moi je dis à mes arbitres. Si tu sors d'un match et ton chandail, c'est ton armure, si les sentiments ont traversé ton chandail et sont venus t'atteindre émotivement, là, il faut qu'on jase. C'est important qu'on se parle parce que c'est allé trop loin et ton armure a failli. Tu t'es fait blesser. Alors, il faut qu'on travaille là-dessus. Ça ne devrait jamais traverser le chandail. Mais ça, c'est un travail de tout le monde pour y arriver, pour y parvenir. Effectivement. Fait que ça, c'était ta présentation à toi. Oui, c'est ma présentation. Tu peux y aller, Patrick. Là, je vais rusher la mienne. Ici, donc, je vous transfère ça. On est encore dans un partage d'écran.
Donc, on a vu la portion sur les implications des arbitres. Puis oui, effectivement, c'est vrai que dans les 2 premières années, on perd la moitié de nos arbitres. Plusieurs, quand ils arrivent à l'âge de 16 ans, disent ben, j'ai autre chose à faire dans la vie, que je ne suis pas payé assez cher pour ça. Donc, vont aller sur le marché du travail ou autre. Euh, on arbitre les fins de semaine, on arbitre les soirs. Il y a toujours moyen de joindre l'utile à l'agréable pour y parvenir. Donc, le but de mon intervention, moi, ce soir, c'était être capable d'avoir une franche discussion avec les arbitres, comme qu'on arrête d'être l'ennemi juré numéro un, et qu'on soit capable de répondre aux questions. Parce qu'on a parlé, les arbitres d'expérience, on a une bonne connaissance du règlement. Puis encore une fois, on ne les connaît pas toutes. Ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'il y ait de l'interprétation. Et tous les jours, on reçoit des courriels du réseau d'arbitrage sur des événements qui sont produits, des rapports ou autres, où on se maintient informé pour savoir comment on peut s'améliorer et uniformiser. Parce que ce qui est le plus difficile pour les joueurs et les parents, c'est qu'on ne sait jamais en fonction de c'est qui l'arbitre, qu'est-ce qui va caler. Il y en a qui sont plus tolérants que d'autres, il y en a qui ne voient rien, il y en a qui en voient trop. Donc, c'est le bout qui est difficile, mais on essaye de standardiser ce niveau-là. Mon objectif principal à moi, essayer de réduire le nombre de punitions. Vous dites, c'est donc bien étrange, pourquoi tu veux réduire les punitions? T'es arbitre, t'aimes ça en donner? Non, justement. Le sport, c'est un sport rapide, ça se joue à 5 contre 5. Des punitions, il y en a. Il y en a qui sont tactiques, on va en discuter. Il y en a qui sont ce que j'appelle des punitions d'indiscipline, et c'est ça qui nous a amené ce soir à cette capsule-là. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir ou contribuer à réduire le nombre de punitions, du moins ceux qu'on est capable de prévenir. Donc, je vais parler aussi des différents types de punitions et des critères d'attribution pour vous aider à comprendre. Puis, je vais aussi expliquer la punition pour le 6 joueurs, parce que c'est souvent une qui est vraiment ambiguë. Les gens ne savent pas comment ça se passe ou il y a de la désinformation sur c'est quoi un 6 joueurs sur la patinoire. On l'entend Donc, ma phrase souvent, ça. 6, 6, 6. Ouais. On l'entend tout le temps. Ouais. Ma phrase préférée, moi, j'ai rien fait. Pas moi, j'ai rien fait. Okay. Ça, c'est vrai en tant que joueur, c'est vrai en tant qu'entraîneur, c'est vrai en tant que parent, c'est aussi vrai en tant que partisan, vrai en tant qu'officiel. Certains arbitres vont choisir de rien faire, et ça peut être aussi vrai au niveau de l'organisation. Bonne nouvelle, c'est que Maxime, ce soir, en tant qu'organisation, avec une discussion avec un officiel, dit qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer. Alors, nous, on a choisi de plus se taire et d'essayer de partager et de contribuer. Okay. Ce qui m'amène à la suite, à ceux qui crient « Moi, j'ai vraiment rien fait ». Ben, concrètement, il y a ceux qui y croient, qui n'ont rien fait. Il y a ceux qui sont convaincus que l'arbitre travaille pour l'autre équipe et qu'on est là contre vous. Puis là, il y a un peu de tous les autres, mais ce n'est pas de ceux-là que je vais discuter ce soir. On a parlé d'intimidation, il y en avait dans la présentation de Maxime. Ce n'est pas ceux-là qui m'intéressent ce soir, vous le savez. Par contre, ceux qui se reconnaissent ou qui écoutent, ben, c'est signe qu'il reste encore un peu d'espoir et qu'il y a une possibilité de s'améliorer et de corriger la situation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je donne un 2, puis que le joueur me demande « Mais qu'est-ce que j'ai fait? » Là, on est ailleurs. Là, on a vraiment une place où on peut discuter, où on peut essayer de comprendre, où on voit les engrenages qui tournent ici, autant chez l'arbitre qui commence que chez le joueur qui évolue. Parce que les règlements, vous les savez, parce que votre coach qui pensait les savoir, vous les a transmis. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, les dynamiques de jeu changent et les stratégies changent. Que vous soyez au local, que vous soyez dans le simple lettre ou dans le 2 lettres, il y a des dynamiques qui vont changer. Donc, le hockey est un sport ultra rapide, technique et stratégique où les contacts font partie du jeu. Okay. Ça ne signifie pas que tous les coups sont permis. J'entends souvent « Ouais, mais bref, j'ai joué à rondelle. » Ça ne te donne pas le droit d'y arracher un bras ou une jambe. Okay. Donc, on va voir les distinctions entre quand est-ce que je peux frapper ou m'approcher d'un joueur et quand est-ce qu'on ne peut pas. Et encore une fois, selon les niveaux dans lesquels vous jouez. Parce qu'en ce moment, le modèle qu'on regarde, c'est la Ligue nationale, où presque tout est permis. Alors, quand on vient jouer un match de A tombe B et qu'on lève le coude puis qu'on projette quelqu'un dans la bande, ben on est ailleurs. Les règlements ne sont pas les mêmes, mais Maxime l'a mentionné tantôt, il faut qu'on s'adapte. Alors, 2 concepts importants au niveau de l'attribution des punitions. Il y a 2 styles de joueurs sur la glace. Il y a le porteur de la rondelle et il y a le non-porteur de la rondelle. Parfait? Donc, le porteur de la rondelle, celui qui a son précieux, la petite rondelle noire, ben lui, j'ai des nouvelles pour lui. Il faut qu'il s'attende à se faire charger. Il faut qu'il s'attende à se faire engager. Il faut qu'il s'attende à subir un duel. Tout le monde veut sa rondelle. Alors, ça peut frotter, ça peut bousculer, ça peut recevoir des légers coups de bâton, ça peut toucher aux jambières, aux bâtons, aux culottes. Quand tous ces contacts-là sont faits dans un but sportif,
pour dire « Hey, mon grand, si tu ralentis, je suis là. Prépare-toi, on va avoir un duel, puis on va se challenger pour le plaisir du sport. Ta rondelle, je la veux, mais je vais l'acquérir de manière légale. » Ensuite, donc, comme je dis, pour au niveau du porteur, tout geste doit avoir comme finalité de prendre possession de la rondelle sans compromettre la sécurité du joueur. Je ne peux pas bloquer son chemin, je dois tout faire pour essayer de jouer sa rondelle. Donc, je n'ai pas le droit de le retenir, je n'ai pas le droit de le mettre en échec. Dès qu'on utilise le bâton pour l'accrocher, darder, faire trébucher ou faire un double échec, ben, ça fait partie d'où on est allé au-delà de ce qu'on pouvait faire. Puis là, faire un double échec, parce que souvent cette question-là m'est posée, c'est quoi un double échec? J'espère que vous ne perdrez pas l'image. Si j'ai mon bâton entre les mains, tout l'espace qui est situé entre mes mains ici, si j'utilise cet espace-là pour toucher ou frapper un joueur avec le bâton, ça s'appelle un double échec. Le bâton, il est fait pour aller sur la patinoire, jouer la rondelle. Dès que le bâton lève la glace et que je le prends dans mes mains et que je arme vers moi, donc je plie un ressort, moi, il y a une lumière jaune qui s'allume au-dessus de votre tête, tu te magasines une punition. Si tu décroches les bras puis tu pousses avec un geste de ressort frapper le joueur avec ton bâton entre tes mains, tu es parti pour un double échec. C'est bon? Si tu ramènes tes mains proches puis tu veux t'en servir comme un bâton, encore une fois, la lumière vient d'allumer. Si tu crains puis tu swings, tu es parti pour un coup de bâton. OK? Je suis capable de toucher au joueur. Il y a différentes choses qui peuvent être faites. Je ne veux pas rentrer dans le détail des applications, mais le bâton sert à jouer la rondelle. Un balayage au sol, un balayage au niveau des chevilles, taper sur les pads, pas de problème. Je te touche au bord de la culotte, te dire je suis là, il n'y a pas de problème. Il y a une différence entre je te touche et je te swing. C'est bon? Donc ça, c'est pour les porteurs de la rondelle. L'autre type de joueur, le non-porteur. Dans le jargon, on dit tu es non-porteur de la rondelle dès que tu es à un bras plus un bâton. Alors, si j'ai mon bras étiré, mon bâton en main, si la rondelle n'est pas dans cet espace de travail-là autour de moi, je suis un non-porteur. Le non-porteur, lui, doit s'attendre à avoir la paix, pouvoir circuler librement. Qu'il ait gagné ou perdu son duel, il doit pouvoir retourner au jeu sans subir d'obstruction, sans se faire frapper, sans accrocher. Un exemple simple, un centre placé devant le gardien, alors que la rondelle est montée au défenseur qui va prendre un tir de la ligne bleue. Est-ce que le joueur au centre, devant le gardien, est à plus d'un bras et d'un bâton de la rondelle? Définitivement oui. Alors techniquement, ce joueur-là a le droit d'être devant le gardien, a le droit de se positionner. Le joueur qui est avec peut essayer d'y nuire, mais je ne peux pas taper dessus, je ne peux pas prendre mon bâton, je ne peux pas y taper dans le dos, je ne peux pas y sauter les patins. Il a droit à son espace. Okay? Ça ne veut pas dire que je vais le laisser faire ce qu'il veut. Quand la rondelle va être dans un bâton plus un bras, attention mon grand, on s'engage dans un duel. Je n'ai pas plus le droit de faire de double échec, par exemple. Parfait. C'est clair pour le non-porteur de la rondelle? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La majorité des punitions que moi j'accorde sont des punitions dites d'indiscipline. Quand est-ce qu'ils se produisent? C'est quand il y a un petit coup qui va être donné plutôt que de se venger. Un petit coup va être donné pour te venger plutôt que de reconnaître que tu as perdu ton duel. Souvent, la punition qui moi, va me plonger dans l'embarras parce que les parents, eux, le coach, lui aussi, ont revu le jeu partir. Pendant qu'ils suivent le jeu, ils ne regardent pas la chicane qui se passe en arrière. Les arbitres d'expérience, on traîne 1 ou 2 secondes en arrière pour s'assurer qu'il ne se passe absolument rien. J'ai fait un match en fin de semaine, super belle échappée. Prend un côté, le joueur prend un tir et le gardien fait un arrêt extraordinaire. Le joueur frustré, 2 mains sur son baquet, swing la bande, swing le but. Tu fais, mais pourquoi? Pourquoi autant d'agressivité et de violence? Okay? Tu as tiré sur le gardien t'a sauvé. Je ne vous dis pas qu'il sauvé son but, par exemple. Je ne vous dis pas qu'on souhaite ça un petit peu comme Maxime avec les pancartes tantôt. Mais moi, personnellement, à l'époque où j'étais un joueur, ça, c'est high five le gardien. Ce coup ici, tu m'as eu. On se revoit au mon prochain tir. Un petit coup sur une panne en encouragement. On se donne la main avant le match pour dire bonne partie. Pourquoi, durant le match, il faut que ça devienne des coups d'âge? Tu as le droit d'être déçu de ne pas avoir tiré. Mais ça devrait s'arrêter là. Okay? Donc, c'est ce qu'on cherche à éviter. Gestion de la colère versus les coups, les impacts qui peuvent se donner. Et ben moi, quand je donne ces punitions-là, ben c'est là que les parents ne comprennent pas, puis que là, je vous ai envoyé un joueur au banc, vous allez jouer à des avantages numériques. Ah, maudit arbitre. Donc, type de punition,
Moi, je les catégorise dans 3 différentes catégories. La première, c'est la punition tactique. Celle que je considère qui est une intensité dans le match, généralement du fair play. Maxime a mentionné tantôt, un joueur part en échappée, je te poursuis, je te donne un petit coup sur la patte, un petit coup sur la culotte, te dire que je suis là, tu craignes pour essayer de prendre ton tir, je balaye mon hockey, je manque la rondelle, puis je te touche au patin. Tu mets le pied sur mon hockey, tu tombes. OK. C'était quoi ton intention? Tu voulais pas te faire marquer un but, tu as essayé d'engager un duel, il est arrivé un oups, c'était de la belle intensité, j'ai un 2 dans le bras, je t'ai vu, c'est plate, tu t'en vas pour 2 minutes, puis on se revoit après, on se revoit sans rancune. Okay? Ça fait partie du jeu. Là, ça, c'est un exemple de trébucher. Ça pourrait être un accroché, ça pourrait être donc tant si longtemps qu'on est dans un challenge pour dire je veux me battre de façon légale avec toi. J'ai été un petit peu excessif dans l'engagement. Ben, ça, c'est des punitions tactiques. Puis ça, souvent, les entraîneurs, quand vous rentrez au banc, la première chose que le coach va dire, c'est good job. Tu as essayé de sauver le but, c'est correct. Okay? Ça, c'est le premier type. Le deuxième, ça, c'est celui qui me gosse un peu plus. Donc, ça, c'est les types de punitions que je considère d'indiscipline. Donc, de ne pas assumer les compétences et les qualités de son adversaire, ou encore d'avoir recours à la tricherie ou n'importe quel autre moyen délibéré pour ralentir ton adversaire sans avoir l'intention de jouer la rondelle. Ou encore, utiliser le hockey pour évacuer sa frustration, toujours sans égard à la sécurité des participants. On l'a dit tantôt, le rôle de l'arbitre, assurer la sécurité des joueurs. Tu as perdu ton duel, assume. Pourquoi tu ramasses à 2 mains puis tu swings ça d'un pad ou ses patins? Okay? Le joueur est tombé dans un duel, il t'a fait tomber dans le duel. Pourquoi, quand tu te relèves, tu reprends ton bâton puis tu descends un coup d'épaule ou un cross-check au niveau du dos? Ce sont tous des gestes qui sont inutiles, qui, à mon sens, tu as un risque de blessé important, puis tout ce qu'ils font, c'est démontrer ton niveau de frustration. Tu étais engagé dans un duel, il y a un arbitre pour essayer d'évaluer. On ne les voit pas tous. Ça se peut qu'il y ait des petits coups qu'on manque. Mais en règle générale, la réplique, elle, c'est très rare qu'on la manque. Okay? Donc, si tu te venges, attends, prends son numéro, va y marquer un but. C'est bien plus frustrant que de frapper sur le joueur. Donc, c'est pour ça ici, moi ici, je n'ai aucune tolérance, sachant que mon premier mandat, c'est la sécurité des joueurs. Et ça, je vais l'appliquer sans égard au score, au classement, au franc-jeu ou du temps qui reste à jouer. J'ai souvent ce commentaire-là. Come on, ref, il reste 2 minutes. Tu peux pas nous lâcher un peu? Non. Joue au hockey, ça va bien aller. Continue de faire des fautes d'indiscipline, puis il n'y aura pas assez de place sur le banc. Parfait. Comme Maxime l'a dit, après trois punitions, t'es parti. Tu vas jouer un match à Sorel, puis tu finis pas la première période parce qu'on fait des fautes d'indiscipline. Personne n'a besoin de ça. C'est bon? Mon troisième type de punition, ce que j'appelle des punitions de type administratif, là, les entraîneurs qui sont dans la salle disent hey, c'est pas de notre faute. Peut-être, mais ça vient partie du coaching. Alors, un des exemples, c'est le trop de joueurs sur la patinoire. Il n'y a pas, c'est encore là, je ne sais pas, Maxime, la clientèle qu'on a ce soir, je pense qu'on a du atome à plus haut. Il n'y a pas si longtemps, vous passiez par les portes. Donc, il n'y en avait pas de problème. C'est le coach qui rouvrait la porte. Tu rentres, tu sors. À partir du moment où vous devenez un petit peu plus grand, vous êtes capable de sauter par-dessus la bande. Et là, ça se complique un peu. C'est bon? Alors, les 6 joueurs. Il faut comprendre qu'au hockey, c'est un sport hyper dynamique et les changements sont importants dans le temps de jeu sur la glace et la capacité à pouvoir fonctionner. Donc, comme en course automobile, des parties vont se gagner ou vont se perdre sur l'efficacité des changements. Alors, je vous pose la question. Sur la plateforme GoToMeeting, vous avez un petit bouton réagir où vous pouvez lever la main. À côté, il y a une petite flèche. Donc, vous avez un pouce en l'air, un pouce en bas, les mains qui clampent, puis il y a un petit cœur. Alors, si on prend ça comme étant A, B, C ou D, donc A, le pouce en l'air, B, le pouce en bas, C, on applaudit, D pour le petit cœur, je vous pose la question. À quelle distance un joueur sortant doit-il être du banc avant que son coéquipier ne puisse sauter sur la patinoire? Alors, Tommy est sur la glace, il s'en va vers le banc de l'équipe A, puis Olivier saute sur la glace à sa place. À quelle distance Tommy doit être de la bande avant qu'Olivier puisse sauter? Avec la petite fin de navigation, on voit les parfait. Qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre? On a beaucoup d'applaudissements. On a beaucoup d'applaudissements. Ben, c'est mieux compris que je pensais. Oui, quand même beaucoup d'applaudissements. Hey, parfait ça.
OK, donc 10 pieds de la bande. Je l'ai fait volontairement en métrique et en longueur, parce qu'il y a des entraîneurs qui datent un peu plus, qui n'ont pas nécessairement connu le système métrique. Alors, ça représente quoi 10 pieds de la bande? OK, ici, 10 pieds de la bande, c'est cet espace-là. OK. Alors, souvent, je vois les joueurs franchir le cercle central, l'autre joueur est embarqué sur la glace, prêt à aller jouer, et l'autre n'est pas rendu là. Alors ça, c'est la première condition pour un 6 joueurs. Il faut que le changement se fasse dans la zone ici qui est à proximité du banc. Si on était du côté des rouges, le même principe ici. Et ça, c'est vrai aussi lorsqu'il y a un changement de gardien. Maintenant, quels sont les critères pour appeler le 6 joueurs? Parce que si mon joueur il a sauté de la glace ici, il s'est en allé dans l'espace, puis que l'autre a attendu, ça ne pose pas tant de problèmes. Okay. L'autre question qu'on a besoin, c'est qu'à l'intérieur de cet intervalle-là, le joueur doit jouer délibérément la rondelle. Alors, dans mon exemple que je donnais tantôt, si Tommy sort, il est rendu ici près de la porte, mais il y a un embouteillage devant la porte et que Tommy n'est pas capable de sortir, mais que l'autre équipe voit ça puis il fait une passe d'un patin à Tommy, est-ce que Tommy est en train de jouer délibérément la rondelle? Non, il veut sortir. Alors, même si la rondelle touche à Tommy, ça ne pose pas de problème. Fait que Tommy peut continuer de sortir. Mais Olivier, qui est rentré sur la glace, voit que Tommy est pris dans l'embarras et essaie de prendre la rondelle. Combien de joueurs sur la patinoire? On en a 7. Donc, tant et aussi longtemps que le joueur n'a pas quitté la patinoire, les deux patins, dans les airs, Olivier ne peut pas toucher à la rondelle. Qu'il soit rendu ici, qu'il soit rendu là-bas, il ne peut pas toucher à la rondelle tant et aussi longtemps que le joueur sortant a encore un patin sur la glace. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que Tommy s'en vient au banc, Olivier saute sur la patinoire, jusque-là, tout va bien, et il y a une passe qui est faite proche du banc. Tommy dit « Ah, je vais faire une dernière passe. » Tommy touche à la rondelle. Combien de joueurs sur la patinoire? 7. Donc, les joueurs qui s'engagent dans un changement ne peuvent plus toucher à la rondelle tant et aussi longtemps que l'autre n'aura pas quitté la patinoire. C'est bon? Le reste, ben, c'est une question de discussion avec le coach. Qui embarque, qui sort, à quelle distance on est. Et souvent, ces commentaires-là, en tant qu'arbitre de ligne, juge de ligne, c'est des choses qu'on va faire. On va passer proche du banc, puis s'il y a des entraîneurs qui m'ont déjà entendu, Coach, t'étais loin, là. Okay? 10 pieds de la bande. Fait qu'encore une fois, on va essayer de contribuer, mais c'est sûr que si les joueurs jouent, là, on n'aura pas le choix. Puis là, ben, j'ai déjà eu comme réponse, mêle-toi donc de tes affaires. Ben, la prochaine fois qu'il y a eu un 6 joueurs proche, ben, c'est drôle, il y a eu un 6 joueurs d'appeler. Pas que je m'acharne. J'essaie de t'aider, j'essaie de t'éduquer ou à aider l'apprentissage du règlement, mais si tu t'en fous, ben, tu risques d'en être victime. Fait qu'on a une main levée, on va aller voir à Théo. Théo, je t'écoute. Faut ouvrir ton micro, par exemple. Je lis pas encore sur les lèvres. Parfait. Micro est ouvert, mais je t'entends pas plus. En attendant que Théo parle, là, souvent les joueurs, le petit truc là, souvent qu'on dit, c'est quand vous allez vers le bas pour un changement, changez pas d'idée rendu proche parce que la rondelle est rendue proche de vous autres. C'est souvent là que vous allez vous faire prendre. Si vous en allez au banc pour faire le changement, complétez votre changement. C'est plus le temps de changer d'idée, le rendu proche parce que la rondelle, elle s'en vient vers vous. Théo, on essaye avec le micro du casse d'écoute. Ah, non, faut agir sur les lèvres. Tu peux aussi essayer d'écrire la question dans la fenêtre de chat si tu as besoin. Oui, tu peux l'écrire aussi, Théo, on va la lire. Non, on n'a toujours pas de son, Théo. Fait que tu peux écrire la fenêtre, la question, on va y revenir. Fait que ça va pour ça. Donc, je dis encore une fois, si la rondelle est lancée dans le tas, ben là, ça va être à la discrétion de l'arbitre. Est-ce que le fait que la rondelle soit là a vraiment empêché que le jeu puisse se poursuivre? Mais on ne fait pas exprès d'appeler un 6 joueurs quand il n'y a pas d'intention. Si la rondelle va là, on va être un peu plus patient. Sinon, ça devient un gros mêlage. Même nous autres, à un moment donné, on perd le fil à savoir qui sont les joueurs, qui étaient où, qui étaient là. Donc, on n'a pas nécessairement la réponse à ça. Donc, on est rendu à la période de questions. Alors, pendant que Théo en écrit une, la parole est à vous. Patrick, j'ai la question de Théo.
Il demande, Oui. est-ce que le joueur peut jouer défensivement sans toucher à la rondelle? Tu ne peux pas interférer avec un adversaire non plus. Alors, si tu bloques le chemin ou si tu contribues ou si quelqu'un, mettons, l'autre équipe récupère la rondelle, puis toi, tu l'amènes ou tu fais obstruction à sa progression, tant aussi longtemps que ton coéquipier n'a pas quitté la glace, toi, tu ne peux pas participer au jeu. Ça répond à la question? Parce que oui, il dit merci. Parfait. On peut briser un mythe aussi, peut-être, Patrick, pendant que tu es là. Mettons qu'un joueur est en échappé, toi, tu es défenseur, tu arrives par arrière, tu touches à la rondelle en premier, mais tu fais trébucher le joueur. Est-ce que ça te dédouane de tout? De tout? Tu Ça fais va toucher la dépendre de rondelle en premier? l'intention. Si ton intention était, ben, si on est dans l'exemple de est-ce que je voulais jouer la rondelle en premier. Si ta démarche était vraiment de jouer la rondelle en premier et que l'effet secondaire est que le joueur chute, normalement, tu pourrais t'en tirer. Je pousse l'exemple à la limite. Maxime patine devant moi, laisse ses jambes ouvertes à la largeur de ses épaules parce qu'il s'apprête à prendre un tir. Moi, je plonge entre ses jambes pour aller enlever la rondelle. Mon intention est de sauter patin. Okay? Donc, c'est l'exemple extrême où dire non, le fait que tu as touché à la rondelle t'enlèvera pas de tous les droits possibles. Okay? Mais oui, techniquement, si tu as touché la rondelle d'une façon sécuritaire et légale pour le jeu, oui, on va considérer que ton intention était là. Mais tu as certains arbitres qui vont l'appliquer à la lettre. Il a touché à la rondelle. J'ai coupé les deux jambes, les deux genoux, mais j'ai touché à la rondelle. Pourrais-tu donner un truc à nos joueurs aussi, Patrick, en avant du but? Les défenseurs, souvent, là, c'est faut protéger le gardien à tout prix. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui s'approche, là, on commence à pousser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme défenseur pour aider notre gardien, justement, sans poigner de punition? Tu veux vraiment que je donne le truc? Oui, vas-y, Patrick. Écoute, petite anecdote d'expérience de hockey avant. Toute ma vie, j'ai été défenseur et 15 longtemps que je jouais local, j'étais le goon. Tu touchais à mon gardien, c'est sûr que tu restais pas debout. Mais dans les catégories locales, ça posait pas de problème. Fait que je ramassais des deux, cross-checking, sauter patin. Tu t'approchais pas de mon gardien. Quand j'ai été un petit peu plus vieux, j'ai commencé à être, le talent était là et j'ai commencé à vouloir jouer dans le 2 lettres. Et l'entraîneur 2 lettres m'a dit, t'as du talent, t'es bon, c'est correct, sauf que t'es prévisible. En récréatif, en simple lettre, 1-2, c'est correct. On va jouer à 5 contre 4, on met notre ligne, on se débrouille, puis il n'y a pas de problème. Quand vous arrivez dans le 2B, 2A, ben, généralement, un 2 minutes, c'est un but. Fait que jouer à 5 contre 4, ça finit par coûter cher. Fait que toute ma vie, le coach me disait, me donne une tape sur l'épaule, disait, t'as fait une belle job, t'as protégé ton gardien. Quand je suis arrivé dans le 2 lettres, ils m'ont dit, non, c'est facile. N'importe qui te picosse ou touche au gardien, tu vas pogner un 2, on va avoir un but. Fait que c'est facile. Il dit, tant que longtemps que tu régleras pas cette agressivité-là et cette façon de protéger ton gardien, on y arrivera juste pas. Et ma question a été, mais coach, comment je peux faire? Alors, ce qu'on est arrivé, c'est tout simplement d'être dans des positions un peu plus solides. Donc, derrière le joueur, dans l'angle d'où la rondelle va venir. Souvent, je vais avoir une jambe entre ses jambes à lui, mais je maintiens corps à corps sa position. Puis ensuite, le truc, c'est quand la passe arrive, que lui s'attend à faire un retour, c'est juste d'appuyer son épaule sur l'épaule où il tourne. Lui ne peut plus tourner, puis quand il va essayer de faire sa manœuvre, il n'a plus aucun équilibre. Il y a de très fortes chances qu'il tombe. Mais qu'est-ce que l'arbitre va regarder? Où est votre bâton? Sur la patinoire ou en dessous du sien? Où est votre épaule? Appuyée sur son corps. Où est votre jambe? Entre ses jambes, les deux patins sur la glace. Je suis physiquement solide, mais lui qui regarde venir le jeu ne sait pas ce qui se passe derrière lui. Alors, ça ne me sert à rien de prendre mon bâton, il pèse ses culottes, essayer d'y pousser les patins. Ça, l'arbitre qui est juste derrière vous le voit faire. Mais vous vous appuyez, genoux fléchis, position solide, puis aussitôt que la rondelle arrive sur sa palette, juste besoin de la soulever un petit peu pour la déséquilibrer. Petite pression sur une épaule. Je vous dis pas de. Juste une pression sur l'épaule du côté où il voudrait pivoter. Vous allez voir que c'est assez fascinant à quel point il peut rien faire devant le but. Le reste, vous assurez qu'il ne se rende pas au but. Donc, être devant votre gardien, en avant du crease qu'on appelle. J'avais l'image derrière moi, là. Là. Le crease du gardien juste au bout de ma main ici. Ben, les joueurs n'ont pas le droit de rentrer là. Alors, vous, en tant que défenseur, ne les poussez pas dans cet espace-là, mais ne les laissez pas rentrer dans cet espace-là. Ils ne peuvent pas avoir les patins là. Fait qu'encore une fois, position solide devant votre crease et
pousser vers la direction de la rondelle va être. Gardez les yeux sur la rondelle. Parce que si le défenseur à la ligne bleue prend un tir, vous voulez vous servir de lui comme bouclier humain. C'est lui qui va avoir le tir plutôt que vous. Ça répond ça à la question, Maxime? C'est super ça, des bons trucs. Parfait. Y avait-tu d'autres questions? Oh, J'ai pas d'autres d'autres mains levées, questions. pas d'autres questions. Non. Alors, ma conclusion à moi, faire une distinction importante entre un porteur ou un non-porteur de la rondelle, ça va avoir une influence sur la façon dont je vais appeler les punitions. Une punition tactique, excès d'engagement, vous aviez l'intention de jouer la rondelle, je vous amène au banc de punition, puis on en rit en s'en allant. Une punition d'indiscipline, ça, c'est juste de la frustration. Ceux-là, quand je dis mon objectif, c'est de réduire le nombre de punitions, ceux-là, là, je suis donc content quand je les donne plus, parce que les joueurs ont compris, puis ils sont capables de reconnaître que j'ai perdu un duel, plutôt que de la frustration. Punition administrative, ben, c'est de la communication, travail avec votre entraîneur sur comment on peut faire pour éviter les pertes de temps. Puis encore une fois, avant, pendant, je vais mettre un bémol sur après la partie, là, mais avant et pendant, on est là pour faire en sorte d'avoir un plaisir partagé. Pourquoi je mets un bémol sur après la partie? Si vous êtes moindrement émotif d'une situation ou d'un call ou qu'il reste de l'amertume que vous ayez gagné ou perdu, si vous avez un sentiment que la première phrase que vous allez dire, c'est oui, mais, allez pas jaser avec l'arbitre. Okay? Allez chez vous, décompressez. Demain, on s'écrira, il n'y a pas de problème. Ça, moi, c'est la phrase qui m'horripile le plus en tant qu'éducateur, entraîneur ou peu importe, c'est le oui, mais. Si on discute d'une situation, puis ta réponse est oui, mais, on s'en va ailleurs. Là. Oui, mais tout à l'heure. Tout à l'heure, on était ailleurs. Oui, OK, je comprends cette séquence-là. Peux-tu m'en expliquer un autre? Pas de problème. Mais si tu me dis oui, mais, je vais d'abord puis je suis parti. C'est bon? Ensuite, donc, on a tous pris un engagement afin de respecter le code d'éthique, la charte de l'esprit sportif. Donc, c'est un jeu et ça doit le rester. Alors, à vous de choisir. Est-ce que vous allez continuer de dire, moi, j'ai rien fait? Ou vous allez choisir de tendre la main puis d'aider? Que j'aille pu aider un joueur à éviter de prendre un 2 minutes dans un match, que ce soit un truc comme Maxime m'a demandé, de protéger mon gardien ou comment je peux faire. Ça ne changera peut-être pas le monde, mais ça va m'avoir permis de garder ce joueur-là jusqu'à la fin du match. Et si en tant que parent, vous observez le travail des arbitres, souvent, je ne veux pas dire on va prendre un joueur en rythme, mais à l'inverse, on va prendre un joueur sur notre aile. Si on sait que le joueur a déjà eu 2-2 d'intensité, ben on va s'approcher puis j'appelle ça y jaser dans le casse, de façon éducative. Baisse ton bâton, fais attention, joue la rondelle, frappe pas le joueur. Donc, il y a beaucoup de communication qui est faite comme ça avec les joueurs sur la patinoire. Même chose quand il y a un arrêt de jeu devant le but. Souvent, vous n'entendez pas tout ce qui se dit entre l'arbitre et les joueurs, dire protège contre ton gardien. Chambly sort de là, il t'a rien fait, protège ton but, frappe pas le joueur. Donc, il y a énormément de communication qui est faite sur la patinoire pour essayer, parce qu'on n'a pas d'intérêt à envoyer 2 joueurs au banc par regarder une équipe se faire battre ou jouer à 5 contre 3 tout le long d'un match. On est là avant tout parce qu'on aime le sport et on a un devoir d'être impartial. Donc, ça, moi, ça ne me pose pas de problème. Alors, c'était notre première sur demandons à l'arbitre. Puis encore une fois, si jamais il y a des questions qui sortent, que vous vouliez poser, soit écrire à Maxime, Maxime pourra me les faire suivre. On veut vraiment que ça soit une voie de communication pour vous aider à comprendre comme on est là dans un climat de calme, respect et pur plaisir. Puis Bon? honnêtement, pour une équipe visiteuse, il n'y a rien de plus frustrant de jouer contre une équipe disciplinée. C'est très frustrant une équipe qui est disciplinée et qui n'est pas capable de faire sortir de sa game. C'est très frustrant. Fait qu'on garde ça de même. J'ai une autre anecdote rapide. J'ai une équipe dans le local en Bantam B, je crois, qui depuis le début de la saison, c'était du 20-22 minutes de punition. Aucune victoire, rien. Puis on a commencé à faire la même chose. Travailler avec l'entraîneur, travailler avec les joueurs, travailler un peu plus. Puis ben, de 22 minutes, ils sont descendus à 12, puis ils sont descendus à 10. Puis je les ai refaites en fin de semaine, 4 minutes de punition. Ils ont gagné 3-2, de 4-2. Puis sur les 4 minutes de punition, ça a été des punitions synchronisées. Ou frustration, 2 joueurs à un moment donné se crèquent le chignon l'un l'autre, les deux se frappent, on sort les 2 joueurs, puis on continue à 5 contre 5. Alors le match, c'est presque joué au complet
à 5 joueurs pour cette équipe-là qui, il y a un mois, finissait pas ses matchs ou les joueurs partaient là, au vestiaire parce qu'ils avaient eu leurs 3 punitions dans le match. Donc, encore une fois, si on règle la frustration et on reconnaît l'esprit sportif, le hockey peut être tellement agréable. Ben, un gros merci, Patrick, vraiment. Merci beaucoup pour l'initiative et l'opportunité que nous a donnée à nos forts. J'espère, regarde, si vous avez, comme Patrick a dit, si vous avez des questions sur l'arbitrage, des interprétations, regardez, on pourrait ramasser ça, se faire une autre capsule éventuellement. On pourra sortir d'autres sujets. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été très apprécié. Bonne soirée à tout le monde. Merci encore, Patrick. Au plaisir.